Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission De vous à moi. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir M. Tienge Tienge, inventeur. Il est à la tête de Challenge Futura, une entreprise spécialisée dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de l'agroalimentaire. Très connu pour son franc-parler, mais aussi parce qu'il est un modèle pour beaucoup de jeunes africains. Bonsoir M. Tienge Tienge. Bonsoir Mme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes inventeur, aussi à la tête de Challenge Futura, cette grande entreprise, si on peut le dire, très novateur. Pourquoi avez-vous choisi le secteur de l'énergie et de l'agroalimentaire? Commençons d'abord par là. Parce que c'est des domaines importants pour le développement. C'est des domaines très importants pour l'homme, tout simplement. Pour vivre, il faut de l'énergie. Pour vivre, il faut manger. Comprenez, c'est stratégique. C'est stratégique pour un pays, c'est stratégique pour tout être humain. Sans énergie, vous ne pouvez rien. Et sans manger, vous ne vivez pas, tout simplement. Donc, c'est des domaines importants pour le développement. Et je dois dire que dès le départ, en rentrant dans mon pays, je me suis toujours, chaque chose, quand j'ai fait de la recherche-développement, c'était toujours pour dans des domaines qui étaient très importants pour le développement du pays. Alors, vous rentrez dans votre pays en 1993, tout en sachant que... 83. Tout en sachant que tout n'allait pas être rose pour vous. Quel était votre facteur de motivation? Disons que je savais que ça allait être difficile, pas aussi difficile que je l'ai vu, rencontré, disons, toutes ces 25-26 dernières années, Il faut dire que ça a été plus dur que je ne le pensais. Je savais que ça serait difficile, mais j'étais très motivé, c'est vrai. J'étais extrêmement motivé. J'étais motivé par le fait que je voulais apporter des changements dans mon pays. J'aime beaucoup mon pays et je voulais venir faire du développement. Quand j'ai regardé tout ce qui se passait en Europe, aux États-Unis et l'histoire de ces pays, quand j'ai regardé comment ces pays se sont construits, comment ces pays se sont développés depuis la révolution industrielle, et bien avant aussi, jusqu'à maintenant, en fait je me suis dit, quand vous visitez certains musées, les musées de la science et du développement technologique et industriel, vous sentez que ces choses-là sont à la portée de tous les pays en réalité. Et ça, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que le développement était à la portée de notre pays et qu'il suffisait de s'y investir. Et donc j'avais décidé de rentrer par fierté personnelle. Je voulais faire des choses au Congo, disons, se dire nous aussi on est capable de faire des choses. Voilà, c'était ça ma grande motivation. Vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine du raffinage du pétrole. Pourquoi vous n'évoluez pas dans ce secteur? J'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai travaillé à peu près un an et demi à peu près à la raffinerie de pétrole à Pointe-Noire. C'était mon début de carrière. Mais on peut pas dire que j'ai beaucoup d'expérience. Non, un an et demi, c'est pas beaucoup. J'étais jeune ingénieur et c'était ma première entreprise au Congo, disons, et tout. J'ai choisi de quitter le pétrole. Faut se dire que j'ai été convoité. Il faut le dire, c'est quand même assez rare. J'étais encore à l'école centrale de Paris, que j'avais pas encore fini mes études, que la société Elf Congo, à l'époque qui s'appelait Elf Congo, aujourd'hui TEP, était déjà venue me recruter à l'école centrale. Vous voyez, donc on est quand même des privilégiés, disons, et tout. Et j'avais refusé de terminer le test à l'époque, et donc j'étais pas venu à Elf, disons, et tout. En fait, le pétrole, c'est très intéressant. C'est des domaines technologiques très pointus, mais j'avais envie d'être dans un domaine un peu moins cadré, avec beaucoup moins de procédures, et des domaines qui étaient aussi stratégiques que le pétrole, comme l'agroalimentaire, comme l'énergie, et tout ça m'intéressait beaucoup, parce que je sentais que ça, c'était des domaines qui allaient apporter beaucoup au développement du pays. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas resté longtemps à la raffinerie de pétrole à Pointe-Noire. Avant de vous stabiliser, vous avez changé beaucoup d'entreprises avant. Et c'était pourquoi? Est-ce que vous n'étiez pas à l'aise dans votre domaine? Non, il faut savoir que, vous savez, au Congo, on est un peu, en début de carrière.
En Europe, c'est tout à fait normal de changer 2-3 fois d'entreprise hein, dans les 5 premières années d'un jeune cadre, c'est normal. Vous exagérez, ça ne donne pas une bonne image de vous. Oui, c'est pas exagéré. En fait, je n'ai pas beaucoup changé en début de carrière. D'abord, j'ai changé la première fois avec la raffinerie de pétrole. Puis, je suis quand même resté dans la deuxième entreprise presque 6 ans. Donc, j'ai pas beaucoup changé. Alors que c'est normal. En Europe, on change d'entreprise les 5-6 premières années de sa carrière, on change à peu près 2-3 fois. C'est tout à fait normal pour un jeune cadre qui évolue. Chez nous, on trouve ça anormal. Vous avez des gens... vous savez, c'est une richesse de changer comme ça en début de carrière. Moi, j'ai des amis qui ont commencé dans des entreprises et ils y prennent leur retraite. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Comment commencer là, mais vous n'avez pas la richesse du changement. Vous n'avez pas... Ça, c'est important de changer, surtout en début de carrière. Qu'est-ce que le changement apporte à l'homme? Qu'est-ce que le changement apporte à l'homme? La diversité déjà d'activités, et ça c'est déjà beaucoup. Et toute diversité d'action est toujours porteuse de richesse en fait, d'expérience. L'expérience en elle-même, c'est des changements. Si vous faites toujours la même chose, vous n'avez pas d'expérience. Vous voyez, l'expérience, c'est la somme, c'est l'intégration de différentes situations que vous avez connues. Et donc en fait, que vous soyez en train de changer d'expérience, c'est tout à fait normal en fait, c'est une richesse. Et pour moi, je pense que si c'était à refaire, je l'aurais refait 2, 3, 4 fois. De changer, quoi, disons autant, parce que je pense que c'est pour moi une très grande richesse, ce que j'ai pu, du fait de ce changement, ce que j'ai pu acquérir, c'est une très très grande richesse. Ce que je peux faire aujourd'hui, je pense aussi, c'est grâce à tous ces changements. En 2001, vous décidez de créer votre entreprise, Challenge Futura. Oui. Beaucoup présageaient déjà un flop pour vous, oui. Mais vous avez continué. Et pourquoi? Parce que cette entreprise me paraissait importante, parce que en fait, je pensais que j'avais échoué dans mon expérience avec les entreprises d'État. J'avais complètement échoué. Je voulais apporter quelque chose au développement du pays à travers les entreprises d'État. C'est pour ça que j'étais allé à la sucrerie du Congo, à l'époque, aujourd'hui appelée Saris, et j'avais fait une très grande expérience de production, en fait, d'ingénierie et de construction industrielle. C'est probablement la plus grande expérience que j'ai eue. C'était à la Saris Congo, à l'époque sucrerie du Congo, pour faire une distillerie d'alcool, pour faire de l'alcool pharmaceutique. Et c'était en soi une réussite. Nous avions réussi à faire une industrie de fabrication d'alcool. Mais là, à cause des pesanteurs étatiques, ça n'a pas pu être mis en route et j'étais extrêmement déçu. Et en fait, j'ai trouvé que l'État, c'était une machine qui me décourageait. J'étais plein d'énergie, je voulais apporter des tas de choses et je sentais qu'après avoir investi autant, après avoir démontré qu'on était capable, à partir de ce qui était en CAI, de faire une entreprise de production, toute une industrie de production d'alcool pharmaceutique, et flop, si vous voulez, plus rien au bout. J'étais extrêmement déçu et j'avais choisi depuis d'essayer de construire en fait une unité de production. En fait, c'était pas ma première préoccupation. Vous savez, moi je suis plus intéressé par les inventions, je suis plus dans la création, quoi. Disons ça m'intéresse plus que en fait, c'était pas le premier objectif, c'était pas de créer une entreprise pour moi. J'ai pas une âme d'entrepreneur. Je suis venu. Comment vous faites pour être à la fois dans la peau d'un entrepreneur et d'un inventeur? Je suis pas à la fois. Je suis pas à la fois. J'étais inventeur. Vous étiez inventeur. J'étais inventeur. J'invente peu maintenant. Écoutez, parce que bon, on innove beaucoup actuellement. On invente peu parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'inventer, je dois m'occuper du développement de l'entreprise, je dois m'occuper du quotidien de l'entreprise. Vous avez tous les problèmes liés à trouver les salaires des gens, faire toute la politique commerciale, il faut vendre les produits, il faut payer ses impôts, il faut payer l'électricité, il faut regarder si vous n'avez pas d'électricité, comment vous faites quand même pour pouvoir travailler, et ça c'est déjà beaucoup. En fait, et pourquoi vous n'engagez pas une personne pour le faire pour vous, un directeur général par exemple? C'est ce que nous sommes en train de regarder maintenant que nous
grandissant suffisamment pour séduire des gens, nous sommes en train de regarder cette possibilité de recruter des gens qui s'occuperont de ces problèmes d'exploitation pour que je puisse revenir à mes amours, je dirais, antérieurs, qui est l'invention, la création. C'est là où je pense que je peux donner le mieux. Je me sens un peu frustré de ne pas continuer à faire de la création, de l'invention aujourd'hui, quoi. Ça fait plusieurs années, nous n'apportons plus beaucoup de création, sauf dans le quotidien des innovations que nous apportons pour survivre, hein, pour survivre au quotidien. Oui, nous apportons des innovations dans notre quotidien, quoi, disons. Mais en termes d'invention à proprement parler, je n'ai pas aussi fait beaucoup d'inventions, hein, il faut reconnaître ça. J'ai à mon actif seulement 2 inventions. Vous avez inventé une machine de procédé de fabrication du manioc. Comment vous avez pu innover dans un secteur qui est vieux, très traditionnel comme le monde? Bon, d'abord, il faut remettre les choses à leur place. Je n'ai pas inventé une machine pour faire du manioc, hein. Nous avons apporté des innovations à des activités qui existaient déjà. Il faut se dire qu'avant nous, il y avait Agri-Congo qui avait déjà mis au point des machines pour faire le manioc. Hein, je pense que c'est la première expérience de mécanisation de la fabrication du manioc, c'est par Agri-Congo. Ce n'est pas allé très loin parce que je pense qu'ils ont eu des problèmes de communication ou de diffusion ou de vulgarisation, mais la première expérience, c'est quand même Agri-Congo. Nous, on a innové. On est allé un peu plus loin, c'est-à-dire que nous, on était une entreprise. Quand on innove, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour vendre nos produits et tout. Et donc, voilà. Donc, c'est pas vraiment une invention, mais nous avons apporté des innovations à quelque chose qui existait pour le rendre plus accessible aux populations, quoi, disons, et tout, à des éventuels entreprises. Plus accessible aux populations, mais aujourd'hui, c'est vendu allant de 1 million à 6 millions. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop cher? D'abord, les prix, il faut savoir que bon, des machines, c'est à peu près ça. Une machine, c'est entre 800 000 et 1 million. Certaines machines sont à 1 million, 1 million 8. Bon, si vous voulez, la chaîne complète de fabrication de manioc, hein, qui va du processus de rouissage jusqu'à la mise en feuille, hein, jusqu'au conditionnement, coûte entre 5-6 millions pour la version la moins chère, à plus de 14 ou 15 millions pour la version qui est celle qui est, on peut dire, top. Pas très exorbitant. Non, non, mais vous savez, faire une unité de production à moins de 5 millions, c'est bon, il n'y en a pas beaucoup. Regardez une boulangerie. Une boulangerie pour faire du pain. Regardez combien ça coûte. Mais ça coûte plus de 20 millions, 30 millions, 40 millions. Donc en fait, il faut pas toujours qu'on soit un peu dans un misérabilisme congolais ou africain où on pense que non, pour faire une entreprise, pour faire une activité industrielle comme ça, une chaîne de fabrication, il nous faudrait 500 000 francs CFA. Non, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des machines individuelles pour 800 000 francs. Pour commencer, quoi, disons, et tout. Mais nous-mêmes, notre expérience, notre parcours de création d'entreprise, mais on n'a jamais commencé avec 1 million de francs CFA. On n'a jamais eu 1 million. On a commencé avec peut-être 50 000, 200 000, 300 000 francs CFA pour acheter quoi? Pour acheter peut-être notre première meuleuse, tout simplement. Et comme ça, on a acheté la première meuleuse, mais je dois vous dire, même l'expérience de la création d'entreprise Challenge Futura, au départ, on n'avait même pas une seule machine. Il n'y avait que notre cerveau pour travailler. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avions des ateliers de soudure, et donc nous, on imaginait nos produits, et on allait après dans certains ateliers de soudure pour sous-traiter. Et je travaillais avec des soudeurs, des mécaniciens, et c'est comme ça. En fait, je n'avais pas d'argent pour acheter des machines, moi, pour disposer d'un atelier. Et donc, pour vous dire qu'on n'a pas commencé avec 1 million, comme beaucoup de gens croient. Moi je vous dis, j'ai même pas commencé avec 200 000 francs, c'est pas. En janvier 2004, Challenge Futura va connaître sa destruction par la mairie. Est-ce que vous étiez choqué à cette époque? Ah, c'était, je dois vous dire que nous avions presque disparu de la circulation après cet événement. Ah oui, 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 parce que d'abord, vous savez, on avait beaucoup investi. Comme je vous disais, quand j'ai commencé au départ à fabriquer les machines, c'était en tant qu'artisan. Et puis après, j'ai travaillé pour Agri-Congo, je travaillais pour d'autres sociétés. Et donc, pendant que je recevais mon salaire, je serrais la ceinture pour acheter mes premiers équipements, pour louer également l'endroit où j'allais implanter mon atelier. Et j'étais salarié au moment où je faisais ça. Alors vous faites ces sacrifices. Vous sacrifiez près de 80%.
80 à 90% de votre salaire pour acheter de la matière première, pour acheter des petites machines. Et au moment où vous avez fabriqué une dizaine de ces machines, de prototypes, pour les présenter aux gens, et que vous retrouvez dans la situation où, à la sortie officielle en septembre 2003, la sortie de Challenge Futura, quand nous présentons notre première gamme de produits, et que les produits sont appréciés par les Congolais, les produits sont appréciés par les pouvoirs publics, les produits sont appréciés y compris par les bailleurs de fonds, l'Union européenne, la Banque mondiale ou le FMI qui passait au Congo visiter notre entreprise au place des 15 ans. Nous étions heureux. C'est-à-dire qu'en septembre 2003, entre septembre 2003 et décembre 2003 seulement, donc 3 mois de présentation, nous avons vu notre avenir assuré. Malheureusement, en janvier 2004, la mairie vient raser notre showroom. Parce que vous avez occupé anarchiquement, comme on dit. Ah non, il s'était dit sauvagement. C'était dit, nous occupions sauvagement le domaine public. Mais attention, nous avions une autorisation dûment donnée par la municipalité. Alors si vous avez une autorisation d'occupation tout à fait normale du domaine public, qui est sauvage? Est-ce que c'est nous qui avons cette autorisation ou la personne morale qui délivre cette autorisation? Il faut se poser les questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avions cette autorisation, mais nous n'occupions pas sauvagement le domaine public. Il ne s'était même pas dit anarchiquement, c'était dit sauvagement. Le courrier que nous avons reçu pour nous déguerpir, en moins de 36 heures, on nous demandait de déguerpir. Et c'était dit que nous occupions sauvagement. Vous n'avez pas déguerpi lorsque vous avez reçu le courrier? C'était impossible, nous avions des choses qui étaient lourdes, en 36 heures on ne pouvait pas. Et donc nous avions demandé, nous avons écrit, en réponse à la direction de la gestion foncière et urbaine, nous leur avons demandé, leur avons montré que nous n'occupions pas sauvagement le domaine public, qu'on avait des autorisations d'occupation du domaine public, que nous payions nos taxes régulièrement à la mairie et que nous avions besoin d'un certain temps, si la décision persistait de ne pas occuper le domaine public, nous avions besoin d'un certain temps, d'un certain délai pour délocaliser notre activité éventuellement à Pointe-Noire. Manque de peau pour nous. Comme le délai était trop court, en 36 heures, le bulldozer de la mairie est venu tout raser. C'était très dur, je dois vous dire. Vous allez voir les images que nous avions, quelques photos. Qui sont d'ailleurs en train de passer. Oui, images. Et donc vous voyez, c'était vraiment très dur. Après autant d'années de sacrifices. Quand je dis vous avez sacrifié 80% de vos revenus, ce que vous pouvez gagner, pour acheter des machines, pour construire ces machines et qu'on vienne vous faire ça en moins d'une heure, ils ont tout détruit, hein, ils ont tout cassé et tout. Vous savez, on a eu du mal à se relever. Vous ne vous sentez pas aujourd'hui soutenu par l'État congolais? Écoutez, nous avons une promesse. Nous avons, depuis un certain temps, nous avons une promesse du gouvernement de nous soutenir. Oui. Hein, nous avons une promesse ferme du gouvernement. Il avait été inscrit même au budget par le ministère du Développement industriel des subventions pour pouvoir soutenir Challenge Futura. Écoutez, nous pensons que nous allons certainement bénéficier de ces subventions puisque ça a été inscrit au budget de l'État, pas proprement en tant que Challenge Futura, mais en tant qu'appui à des entreprises. Et nous savons que c'est nous qui avons travaillé avec le ministère du Développement industriel pour que cela soit inscrit au budget de l'État, exercice 2013. Donc, la promesse est ferme. Donc, nous pensons que le gouvernement va nous aider. Et ce serait très bien qu'on nous aide. Ce serait très très bien. Pas seulement pour nous, mais pour des gens qui espèrent également que s'ils font des efforts, s'ils font des sacrifices aussi importants pour eux et pour le pays, parce que le sacrifice que nous avons fait, c'est pas seulement pour nous. Ce que nous apportons, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour le pays. Quand des gens font des sacrifices aussi importants, qu'ils aient l'espoir que demain, le pays pourra leur apporter un soutien à la hauteur de ce qu'ils ont. En tant qu'entrepreneur, quel est le plus grand échec de Challenge Futura, selon vous? D'abord, il y a il y a vraiment deux grands échecs, si vous voulez. Il y a d'abord le fait que nous soyons toujours en situation d'émergence. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une situation un peu précaire. Ça, c'est vraiment un échec. C'est-à-dire nous n'arrivons pas... Vous avez le soutien de l'Union européenne? Non, on ne peut pas dire que nous ayons le soutien de l'Union européenne. Non, nous avons reçu une fois le soutien du gouvernement français
pour former des jeunes Français et Congolais qui devraient être recrutés à Challenge Futura. Mais nous n'avons pas autant de soutien que ça. Hein. Faut pas, on a reçu une seule fois un soutien. Le plus important, c'est celui que nous a confié le gouvernement français, quoi, disant et tout. Oui, nous avons travaillé avec l'Union européenne au Nord Kivu, mais c'est pas vraiment un soutien. C'était pour faire une étude de faisabilité pour un barrage hydroélectrique au Nord Kivu, quoi, disons. Vous voyez, parfois c'est aussi ça. Oui, on peut considérer ça comme une aide. Quand les gens vous font confiance, quand une institution, qu'elle s'appelle l'Union européenne, qu'elle s'appelle l'État congolais, qu'elle s'appelle le gouvernement congolais, quand elle peut commander une étude, ou quand elle peut commander des machines, c'est déjà un soutien. Parce que pour vivre, il faut un marché, il faut que vous ayez confiance. Et c'est ça, vous voyez, la chose, le soutien le plus important que nous avons eu, c'est certainement le soutien des populations, celles qui sont venues commander chez nous nos produits et tout. Mais pour revenir à nos deux échecs, donc je disais, le premier échec, c'est quand même cette situation de précarité dans laquelle nous restons encore, nous vivotons, nous ne sommes pas encore une entreprise avec tous ces attributs et tous ces... nous vivons difficilement, quoi, disons, nous sommes encore en train de chercher notre émergence. Et ça, c'est je crois, le premier échec. Vous innovez tous les jours. Oui, mais il faut innover pour survivre. Hein. Ça c'est pour survivre, quoi, disons. Sinon, si on n'innovait pas, on serait mort depuis longtemps. C'est clair. Mais le deuxième échec, c'est quand même cette hydrolienne. Ça reste une épine dans notre pied. Vous savez, la deuxième hydrolienne que vous avez construite. Oui, c'est vraiment notre échec. Ça, c'est quelque chose qui reste dans... mais vous voyez, c'est très difficile. Pourquoi pensez-vous que vous avez échoué dans ce projet? Mais parce que nous avons fait la première hydrolienne expérimentale à la Tiémé, que tout le monde a vu, en 1999, et nous avons produit l'électricité. C'était une petite hydrolienne pour une petite rivière comme la Tiémé. Ça avait marché. Nous avons produit l'électricité, les gens peuvent voir. Et sur cette deuxième hydrolienne-là, qui était commerciale, parce que là, de la Tiémé, nous avons suscité beaucoup d'espoir. Nous avons auprès des Congolais, il y avait beaucoup de gens qui espéraient que finalement nous allons avoir l'électricité dans nos villages très facilement et tout. Nous avons vraiment suscité beaucoup d'espoir. Et la première commande d'hydrolienne commerciale, si vous voulez, la première commande, pour nous ça a été un échec. Nous avons construit l'hydrolienne, nous l'avons conçue, nous avons fait l'ingénierie et nous avons construit, le client a payé et l'hydrolienne n'a pas fonctionné sur le site à Bunji. Disons à un village à Otseigné, à quelques kilomètres de Bunji. Et ça n'a pas fonctionné. Je peux vous dire que ça reste une très grande épine dans notre pied parce que nous avons senti que notre produit n'était pas suffisamment mûr et que, si vous voulez, il y avait des choses technologiquement, des aspects technologiques que nous ne maîtrisions pas. Et donc, c'est resté comme un très grand échec pour nous. Et si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Challenge Futura a des moyens techniques et professionnels de faire encore des hydroliennes? Non, nous n'allons... Aujourd'hui, si vous voulez, nous allons peut-être être soutenus par une ONG française qui s'appelle Entrepreneurs en Afrique, qui va peut-être nous soutenir pour les travaux de recherche-développement qui sont encore nécessaires pour pouvoir lever cette contrainte technologique, cette partie, ces aspects technologiques qu'on ne maîtrisait pas. Et si ça c'est fait, parce que nous avons trop de problèmes en tant qu'entreprise pour consacrer de l'énergie pour des activités de recherche-développement aujourd'hui. Et ça fait que je pense qu'il y a... bon, nous allons probablement le faire, mais c'est encore un peu, il y a encore du doute, quoi, disons, et tout. Nous n'avons pas beaucoup de moyens à consacrer aujourd'hui à la recherche-développement. Il faut déjà consacrer des moyens pour la survie de l'entreprise, les besoins d'exploitation au quotidien. Vous avez reçu une médaille d'or grâce à une invention. Ça, au moins, on peut l'appeler invention, c'est de vous-même. Oui. Oui, une invention vous avez fabriqué un séchoir solaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit lorsque vous avez reçu cette médaille d'or? Écoutez, ça c'était, on a même reçu 2 médailles d'or parce que c'était la première fois au Salon international de Genève qu'un Africain était double médaillé d'or. Et quand vous regardez le palmarès du Salon international de Genève de 2007 que vous pouvez trouver sur le web, vous verrez que dans les médailles d'or, c'était sur à peu près plus de 300 distinctions qui ont été données en fait
fait, au cours de ce salon, c'est quasiment la 3e distinction. Et donc nous étions très très bien placés, quoi, disons, et tout, dans cette médaille. Nous étions d'ailleurs ex aequo avec une femme russe qui avait fait également une invention très très remarquée, quoi, disons, au salon international de Genève, quoi, disons, et tout. Oui, mais écoutez, mais avant ça, au Congo-Brazzaville en 2006, nous avions au salon national, nous avions eu également le premier prix, le prix du président de la République en 2006. Et c'est en 2007 que nous avons gagné nos médailles d'or à Genève et nous étions très fiers d'avoir... C'était la plus belle expérience de votre vie? Non, je peux pas. Non, c'est pas la plus belle expérience de ma vie. Je pense que c'était... On était très fiers. On était très fiers pour nous et pour le Congo. Comme je dis, nous, on était les diables rouges dans ce domaine-là. On représentait le Congo et nous étions très très fiers de ramener ces médailles au Congo, quoi, disons, et tout. Mais bon, écoutez, cette invention est encore dans nos placards. Par exemple, il n'a pas été valorisé. Il n'est pas encore passé dans le domaine commercial. Par exemple, vous voyez, nous avons fait le premier sécheur électrique que vous voyez également dans nos images là, qui lui a connu une commercialisation. Les gens fabriquent le poisson salé avec et tout en le vend. C'était notre première même invention et c'est également notre premier produit commercialisé par Challenge Futura. Mais vous savez, entre l'invention et le produit commercialisable, il y a beaucoup de travaux d'ingénierie. Oui. Et c'est coûteux. Et par exemple, là, nous n'avons pas eu les moyens de faire passer notre invention du séchoir solaire continu et réglable en un produit commercialisable et utilisable par tous les Congolais, faute de moyens, en fait, tout simplement, au niveau recherche-développement et au niveau ingénierie, parce que ça demande quand même beaucoup d'argent et tout. Voilà. Et ça c'est pas bien non plus, ça montre quelque chose qui ne va pas dans notre pays. C'est que, voilà, quelqu'un qui a une invention qui est primée, au niveau international, 2 médailles d'or au niveau international. Ça veut dire que c'est une invention qui n'arrive pas à commercialiser et qui n'arrive pas à trouver un soutien au niveau national pour pouvoir faire de l'ingénierie nécessaire pour le rendre commercialisable. C'est pourtant une reconnaissance internationale, parce que quand on vous donne ces médailles d'or au niveau de Genève, c'est quand même d'autres experts qui reconnaissent la qualité de ce produit. Et pourtant, nous n'avons pas eu de moyens au niveau national pour financer les travaux de recherche-développement complémentaires et les travaux d'ingénierie nécessaires pour que ce produit soit utilisable par les Congolais et par d'autres et tout. Mais il faut dire que Challenge Futura ne demande pas trop aussi. Vous êtes dans votre petit coin, vous faites comme si vous avez de l'aide internationale. Ah non, moi j'ai beaucoup demandé, ça fait plusieurs... Vous dire. Ben, j'ai écrit même au président de la République il y a déjà plus de 5 ans, j'ai déjà écrit au président de la République, j'ai écrit au ministère du Développement industriel, on demande beaucoup. On demande beaucoup, mais je pense qu'on n'est pas écouté, ou de toute façon peut-être qu'on n'accorde pas de l'importance à nos travaux de recherche et développement. Vous avez écrit au président de la République, oui. Et j'espère qu'il va vous répondre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Ne vous inquiétez pas, ce débat continue pour un prochain numéro. Merci, au revoir.